Bonjour à toutes et à tous, c'est François et je suis ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast Café Trailer, le podcast qui échange avec des trailers qui vivent leur passion à 200%. Le but de ce podcast est de te partager leur histoire, leurs secrets, leurs projets et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin que tu en tires un maximum de bénéfices. Donc si tu aimes le trail et écouter des histoires incroyables, alors ce podcast est fait pour toi. Il est possible d'assister au tournage de l'épisode et y participer en live chaque mercredi soir à 20h30 sur ma chaîne YouTube La Planète Trail. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à te faire passer. Si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je te remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je te recommande le podcast avec Stéphane Brognard qu'on ne présente plus. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des trailers de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment échanger avec tes trailers préférés. Sache que l'un des meilleurs moyens pour de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, tu peux aller mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des trailers connus à venir témoigner. Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tag-moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @laplanètetrail, suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour. Bonsoir à tous, bonsoir Guillaume, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va Guillaume ? Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Ça va très bien, j'ai été courir juste avant. Super, et écoute, tu t'es mis en pleine forme pour préparer cette petite heure d'échange qu'on a ensemble. Alors Guillaume, il y a une question traditionnelle sur l'émission Café Trailer, c'est que tu nous racontes ton premier trail. Mon premier trail, c'était le 10 km du Mont Blanc en 2018. En fait, c'était le 10 km du Mont Blanc, c'est qu'il y a 300 D+, donc c'était, on va dire, une course assez simple. Et j'ai gagné cette course-là, en fait. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, on va dire, un trail officiellement, mais en fait, sinon, ça remonte à 2014, en fait, avec les courses de montagne. J'ai fait la montée du Nid d'Aigle. Donc, il y a toujours un peu le débat entre trail, course de montagne. Mais donc, officiellement, c'était 10 km du Mont Blanc. Et sinon, la vraie course de montagne, c'était la montée du Nid d'Aigle. C'est 20 km et 2000 de D+. D'accord, ok. Et donc, toi, tu considères que ton premier trail, c'est ce 10 km du Mont Blanc que tu as gagné ? Ouais, je sais pas trop. Les puristes vont dire, ouais, enfin, je sais pas trop en fait. On va dire dans le cœur, c'était plutôt la montée du Nid d'Aigle en 2014. Surtout que j'avais fait les championnats de France sur 1500 mètres la semaine d'avant. Et donc, j'étais monté directement sur un peu d'un extrême à l'autre, passer de la piste à la montagne. Ok. Et en fait, c'était 2h15 d'effort pour la montée du Nid d'Aigle. Et c'était assez. C'était une découverte en fait, parce que jusqu'à présent, j'avais jamais dépassé les 30 minutes de course. Et donc, quand tu passes à 2 heures d'effort, forcément, le ravitaillement, ça rentre plus en compte. Et c'est aussi c'était des nouvelles sensations où il faut apprendre à marcher. Et ça, c'est une gestion d'effort qui est différente par rapport à la piste ou à la route. C'est vrai que ça, c'est une des très grandes difficultés qu'ont tous ceux qui passent de la route et voire même encore pire, de la piste, passer à ce concept de tiens, je vais marcher alors que je suis en course. Toi, ça t'a fait quelque chose aussi, ce passage ? Ouais, au début, forcément, tu te dis non, je vais pas marcher. Et en fait, tu comprends assez rapidement quand tu fais plusieurs entraînements en montagne, quand tu fais plusieurs trails, tu te rends compte que ça fait partie aussi des moments de récupération. Et parce que musculairement, tu commences à charger assez rapidement quand la côte, surtout quand tu l'attaques à bonne allure, tu te rends compte que l'alternance de marche et course, ça te permet de reprendre après de plus belle. Et c'est notamment, après, j'avais fait un trail sur 20 km aussi sur le trail de la Vanoise. Et forcément, au début, tu pars un peu carton, tu te dis, tiens, je vais suivre la tête. Et après, tu essaies d'alterner et finalement, tu arrives à trouver ton rythme assez naturellement. Et il faut se dire que la marche aussi, ça fait partie du trail. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça, c'est un élément qui est vraiment à prendre en compte. Et même dans les entraînements, des fois, on recommande aux coureurs même de marcher, en fait, de s'entraîner à marcher. Alors, durant toute cette heure, vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Guillaume, que vous soyez sur YouTube ou Facebook. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour y répondre. Et donc,
prenez vraiment le temps de poser vos questions, n'ayez aucun souci avec ça. Alors Guillaume, donc tu nous as raconté ton premier trail, 10 km, tu gagnes. Bon, d'accord. Mais avant, comment ça s'est passé? Parce que voilà, on n'arrive pas à un premier trail comme ça de 10 km qu'on gagne en faisant un doigt d'honneur à tout le monde. Bonjour, c'est mon premier trail, je le gagne. Quel est ton passif de coureur pour arriver à ce résultat-là? J'ai commencé à courir à l'école primaire sur des crosses, un peu comme tout le monde, je pense. Et avec Romain et mon frère jumeau, on a tout de suite été aux avant-postes. On a toujours gagné ces trails scolaires, enfin ces crosses scolaires plutôt. Et donc du coup, à 10 ans, on s'est dit, tiens, on va se rapprocher du club d'athlétisme local pour essayer de trouver des personnes de notre niveau. Et puis surtout pour progresser, parce que dès le début, en fait, depuis qu'on est tout petit, on adore courir. Et on se prend très vite aussi au jeu de la compétition. Donc on s'est dit, tiens, on veut trouver l'adversité dans d'autres courses. Et donc on a rejoint notre premier club à 10 ans. Après, on a fait un peu comme tous les enfants de cet âge-là, on s'est essayé à la piste. On a adoré ça. C'était des bonnes sensations de vitesse. Et nous, avec Romain, on a aussi des qualités de vitesse et d'endurance. On arrive à trouver un peu le juste milieu. Et donc c'est comme ça en fait qu'on a franchi les échelons, un peu un à un, d'abord au niveau départemental, après régional, national. Et à 23 ans, j'ai atteint mon rêve d'atteindre l'équipe de France d'athlétisme sur 1500 mètres. Au début, c'était d'abord début de carrière, on va dire de 16 à 22 ans, j'étais plutôt sur 800 mètres. J'ai notamment couru avec Pierre-Ambroise Boss. Donc ça, c'est des bons souvenirs, c'est des bonnes expériences. Et en 2013, je passe sur 1500 mètres et dès la première année, j'ai réussi à me qualifier en équipe de France. C'était les Jeux de la francophonie. Et sur 1500 mètres, j'ai un record à 3 minutes et 38 secondes, ce qui me plaçait dans les 3 meilleurs Français. D'accord, ok. Donc ça a été un parcours en fait un peu idyllique. C'est vrai qu'en ce moment, on dit aux gens, essayez-vous d'abord à la piste, travaillez votre qualité de pied, etc. Donc ça, vous avez eu en fait le parcours d'évolution presque sur le papier de rêve, quoi. Ouais, et puis en fait, nous, c'était presque l'inverse. En fait, on devait se brider de pas trop aller en montagne. Donc nous, à la base, on vient de Haute-Savoie. On a grandi à Annemasse, dans la vallée de l'Arve. Et notre grand-père nos grands-parents sont originaires de Saint-Gervais, pas très loin de Chamonix. C'est au kilomètre 20 de l'UTMB d'ailleurs. Et du coup, en fait, on a grandi quand même pas mal à la montagne. On allait régulièrement pendant les vacances ou les week-ends. Et quand on fait de la piste, on va dire, quand on est dans une optique de très haut niveau sur la piste, l'entraînement, il est hyper calibré. En fait, le dimanche, tu peux pas trop te permettre d'aller faire des randos de 5-6 heures. Parce qu'après, ça va te fatiguer pour le reste de la semaine. Et puis le dimanche, tu as souvent une séance, ou le samedi, tu as une séance. Et du coup, je pense de 16 à 25 ans, il y avait un peu des frustrations des fois de ne pas pouvoir trop faire ce que tu veux à côté des entraînements. Et donc du coup, là, depuis 2016, depuis 2017, où je suis de retour dans la région, j'essaie d'en profiter un maximum. Et là, l'entraînement, il est beaucoup moins calibré. Mais en tout cas, j'essaye le maître mot, maintenant, c'est quand même plaisir dans la préparation. Et alors, durant toute ta préparation, parce que pour arriver au niveau équipe de France, j'imagine que c'est une préparation au quotidien. Enfin, c'est vraiment on a un peu cette image où on va se restreindre, ça va être beaucoup de contraintes aussi, le week-end, pas trop sortir, faire tout le temps attention à ce qu'on va manger, boire, pas boire. Toi, tu l'as vécu comment, cette partie de l'adolescence et même début de l'âge adulte? Jusqu'à mes 18 ans, en fait, je me suis entraîné de manière très raisonnable. C'était en gros 4 à 5 fois par semaine avec mon coach à Annemasse. Et après, j'ai intégré l'INSA de Lyon, qui est une école d'ingénieurs, où en fait, tu peux gérer le double projet. En gros, tu étales ta scolarité en 7 ans au lieu de 5. À la fin, tu as le même diplôme que tout le monde. Mais comme ça te permet, au lieu d'avoir 40 heures de cours par semaine, tu en as 30 en gros. Et ça te permet d'alléger vachement pour que ça soit tout simplement compatible avec le sport de haut niveau. Et donc là, après, j'ai augmenté progressivement les entraînements pour monter jusqu'à 10-12 entraînements par semaine. Et l'année en fait où j'ai le plus progressé, c'est quand je suis parti en Angleterre en Erasmus, parce que cette année-là, en fait, là-bas, on a vachement moins d'heures de cours, donc j'avais à peine 10 heures de cours par semaine, et là, tu fais vraiment ce que tu veux, c'est vraiment focalisé sur l'athlétisme. Et puis le fait d'être dans une équipe où il y a des personnes qui partagent exactement la même chose que toi, qui sont dans l'optique, tiens, je me mets à fond dans l'athlétisme, et ça m'a fait vachement du bien, en fait, découvrir aussi des nouvelles méthodes, des nouvelles personnes. Et donc c'est cette année-là où j'ai fait 3,38.
Et forcément, en fait, on a de la chance qu'en athlétisme, l'entraînement, il est assez varié. Finalement, on peut faire des côtes, on peut faire du travail de vitesse, de l'endurance. Et finalement, sur une semaine, on arrive à faire peut-être... il y a beaucoup d'endurance fondamentale aussi, mais on arrive à faire des séances qui sont assez variées. Et donc, jusqu'à... Ouais, quand tu fais 10 entraînements par semaine, on va dire, tu te fais plaisir sur 7. Puis après, les 3-4 derniers, faut les faire parce que ça fait partie de l'entraînement, mais c'est pas forcément une partie de plaisir. Mais en tout cas, sur des séances de vitesse, pour moi, c'est un pur kiff de ressentir ces sensations-là sur la piste. T'es monté jusqu'à 10 entraînements par semaine? Oui, ouais, de manière régulière. Et après, sur des stages, des fois, c'est même 12 fois. Ouais. Ah ouais, quand même. En gros, tu te lèves le matin, tu vas faire ton entraînement, tu vas faire un footing de 50 minutes, 1 heure. Après, tu manges, tu fais ta sieste, tu vas t'entraîner l'après-midi, tu dors. Enfin, en gros, tu fais un peu que ça. Et quand tu as une charge de travail à côté, donc à l'université, souvent, ça pouvait aller. Mais après, maintenant, dès que tu travailles, c'est plus possible. Et c'est une vie un peu spartiate quand même. Donc, ça va bien un moment, mais à la fin, c'est pas comme ça que tu t'épanouis pleinement, quoi. Et d'ailleurs, comment est-ce que tes parents ils voyaient un peu cette activité-là qui te prenait beaucoup, beaucoup de temps et qui, du coup, forcément laissait un petit peu la place des études un peu plus de côté? On a toujours été très soutenus. En fait, nos parents nous ont toujours accompagnés sur la plupart des compétitions, en tout cas jusqu'à nos 18 ans. Du coup, c'était nos premiers supporters, mais ils n'ont jamais trop essayé de nous pousser, en fait. C'était même des fois plutôt l'inverse. Ils pensaient qu'on en faisait un peu trop. Donc, ils ont plutôt essayé de nous brider un peu. Mais bon, après, comme tous les parents veulent le bien-être de leurs enfants. Et après, forcément, à l'école, j'ai peut-être eu une année où c'était un peu plus difficile, mais après, les résultats suivaient. Donc, quand on a des facilités sur certains domaines, je savais que les études, c'était quand même la priorité. Donc, si j'avais été trop en difficulté, dans ce cas-là, j'aurais mis les priorités un peu ailleurs. Et en fait, l'année aussi où je perce vraiment en 2013, c'est à partir du moment où j'ai essayé de m'ouvrir encore un peu plus et de pas être trop focalisé sur l'athlétisme et d'essayer de voir d'autres personnes, d'avoir un univers un peu plus large. Parce que des fois, on mange l'athlétisme. En gros, on pense qu'à ça et toute la journée, et c'est pas forcément le... En tout cas, pour moi, j'ai besoin de penser aussi à d'autres choses et de m'épanouir autrement. Ouais, bien sûr, c'est vrai que c'est difficile de trouver c'est un petit peu le lot de tout le monde, hein, de trouver cet accord entre la vie professionnelle, la vie perso, enfin tout ce qu'il y a autour, entre le pro et le sport, etc. De trouver cet équilibre. Et du coup, toi, tu dirais que maintenant, t'as atteint ce stade où tu arrives à t'épanouir un petit peu dans tous les domaines? Oui, je pense que maintenant, depuis quelques années maintenant, vu que je travaille beaucoup là, en créant l'application Run Motion Coach, en gros, on travaille plus de 50 heures par semaine. Mais après, maintenant, la priorité, c'est clairement le travail. Et puis, je vois l'entraînement et puis notamment les compétitions, je vois ça plus comme un moyen de m'évader que vraiment de me mettre des contraintes en plus. Si j'ai pas envie de faire un entraînement, finalement, je vais le sauter et je m'écoute vachement plus, en fait. Si au niveau du ressenti, je me rends compte que je suis un peu fatigué, que c'est le moment de lever le pied, c'est pas grave. Autant peut-être il y a 5-6 ans, j'aurais vécu ça comme un drame, mais maintenant plus du tout. Ouais. À ce côté, non, faut absolument pas rater une séance, sinon je vais être obligé de la rattraper. Ça, c'était quelque chose qui, toi, te touchait avant et puis maintenant, en fait. Ouais, quand tu es dans une optique de très haut niveau, tu te dis, tiens, les autres, tu es dans un état d'esprit, en fait, tu veux rien laisser au hasard, tu veux tout faire. Et tu veux tout faire les choses bien. Et aujourd'hui, je suis plus trop dans cet état d'esprit-là. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait justement quitter cet état d'esprit-là? En fait, j'ai fait une année 100% d'athlétisme en 2016. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de me qualifier pour les Jeux Olympiques sur 1500 mètres. J'avais un record à 3,38 et il fallait faire moins de 3,36. Donc, il me manquait 2 secondes. J'ai pas réussi à faire ce chrono-là. Et après, j'ai encore fait 1 année et demie à fond sur l'athlétisme. À côté, je travaillais aussi. J'ai fait un projet de recherche au MIT à Boston sur la prédiction de performance en course à pied. Et en fait, je me suis rendu compte que sur ce travail-là, qu'en fait, il y avait moyen d'allier l'athlétisme et son travail, et en tout cas la course à pied, on va dire, de manière générale. Et c'est là où je me suis dit, tiens, je vais peut-être pouvoir
intégrer mes deux passions, donc qui sont la science et puis la course à pied. Et en fait, donc ça se fait un peu progressivement. Et la dernière chose qui a fini de m'achever, c'était j'avais couru un mile à Boston. J'avais fait un mile en 3,58 et 38 centièmes. Et en gros, pour se qualifier pour les championnats d'Europe, il fallait faire 3 minutes et 58 secondes. Donc j'ai échoué à 38 centièmes pour cette qualification pour les championnats d'Europe. Et l'athlétisme, même si c'est un sport, on va dire, de chiffres, normalement qui doit être assez impartial, il y a toujours un peu des magouilles, et, en tout cas au niveau fédéral. Et en gros, ouais, je me suis dit à 27 ans, c'est bon, j'ai donné, quoi, quand tu échoues de si peu. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah ouais, faut que je me lance sur marathon. Et surtout à cette époque-là, en vivant à Boston, j'avais été voir le marathon de Boston, j'avais été voir le marathon de New York. Et ça, c'est vraiment des superbes courses. C'est des ambiances de dingue. T'as un million de personnes dans la rue qui encouragent cette foule d'anonymes. J'avais aussi des potes qui participaient à ces marathons-là. Et du coup, tu te dis, ouais, l'athlétisme, c'est assez confidentiel. Et je prends plus vraiment de plaisir. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Donc, je vais essayer de découvrir des nouvelles choses sur marathon et puis sur trail. Et je ne regrette pas du tout d'être passé de l'autre côté de la barrière. Alors justement, tu t'en as parlé, t'es arrivé, donc t'es arrivé par finir par faire des marathons. Tu as notamment fait le marathon de New York, où tu es arrivé premier français. Donc déjà bravo pour ça, parce que ça, voilà, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent mettre ça sur le CV. Qu'est-ce que ça fait d'arriver premier français sur une telle course qui est juste mythique, quoi? Pour avoir un dossard, je crois que c'est extrêmement compliqué. Qu'est-ce que ça fait d'arriver premier français sur cette course-là? Le marathon de New York, en fait, pour y aller, il y a différents modes de qualification. Donc, si tu as fait un chrono de moins de 2h50, tu peux y aller. Moi, c'est mon deuxième marathon, donc j'avais pu me qualifier avec un marathon à Lausanne. Et en fait, ouais, c'est l'ambiance à l'américaine. Sur le départ, en fait, tu pars de Staten Island. En gros, tu fais les 5 boroughs de New York. Et déjà, sur le départ, tu as les hélicos de la New York Police District qui survolent le pont pour partir. Tu as l'hymne américain. C'est une ambiance c'est dingue. Il y a du monde. En gros, tu as 5 rangées, 5-10 rangées de personnes quasiment sur toute la course au niveau des spectateurs. Et ouais, c'était l'objectif en arrivant. Je m'étais dit, tiens, je vais essayer de terminer au titre honorifique de premier français. Et au 35e kilomètre, enfin, du coup, tu sais pas trop qui c'est qu'il y a dans la course. Finalement, c'est toujours un peu la loterie. Et au 35e kilomètre, je me retourne et je me rends compte qu'il y a un Français, Thierry Guibaud, qui est un très bon Français, qui a plus de 40 ans, donc qui fait des superbes chronos en master. Et quand je m'aperçois qu'il est juste derrière moi au 35e kilomètre, je me dis, bah, j'ai pas fait 35 km plus les milliers de kilomètres pour venir ici pour finir deuxième français. Et donc, sur le 35e kilomètre, ça commence à être dur pour tout le monde sur le marathon. Et au 40e kilomètre, c'est un peu dur au niveau des jambes. Il me double, il prend peut-être 10 secondes d'avance. Et puis, dans le dernier kilomètre, je me dis, non, mais il n'y a pas moyen. Et du coup, bah, là, tu as toujours des ressorts mentaux qui font que tu vas chercher les dernières ressources. Et là, j'ai tout donné sur le dernier kilomètre et je finis en 2h26 et 36 secondes, ce qui me place 45e sur les 53 000 coureurs du marathon. Donc, c'était une belle expérience. Et après, bon, j'ai mis un peu du temps à récupérer parce que quand tu fais un dernier kilomètre en 3,15, c'était mon kilomètre le plus rapide. Ouais. Du coup, moi, j'étais pas bien et dans le métro, c'était dur pour rentrer. D'accord, donc du coup 2h26, mais en fait, du coup les premiers là, ils ont mis combien de temps à terminer? Parce que, enfin, du coup 2h26 pour terminer, les premiers mettent 2h05 par là à terminer, et puis du coup ça fait que tu as quand même, enfin, il y a un écart impressionnant pour monter après. Oui. Quand on voit ton entraînement et quand on voit les minutes qui restent encore pour arriver au top classement sur un marathon, c'est juste incroyable en fait. Moi, je connais Après, très peu ce sport de marathon. En gros, il y a 2 coureurs par minute, en gros, devant. Puis après, en fait, à partir de 2h30, ça commence à être vachement plus cadencé. En fait, il y a vachement plus de monde. Et donc, ouais, c'est des belles courses. Puis à chaque fois, en fait, ça fait depuis que j'ai commencé le trail et le marathon, on essaye de faire souvent ça aussi avec Romain, mon frère. Et donc, c'est des objectifs sur piste, on a fait finalement assez peu de compétitions là, sur les dernières années ensemble. Et là, c'est aussi l'occasion de faire des voyages ensemble et puis de partager des moments ensemble. Et c'est ça qui est cool aussi.
Est-ce que tu dirais que ça, le fait de partager comme ça entre frères jumeaux en plus, c'est quelque chose qui a fait que tu as pu en arriver à ce niveau-là? Bah, carrément, en tout cas, quand on était petit, c'était vraiment une rivalité gémellaire. Genre, Romain était devant sur une course, après c'était moi. Enfin, en gros, en fait, on voulait battre l'autre et on savait que si on battait l'autre, on allait faire une bonne course parce que ça nous aidait à nous surpasser. Et forcément, quand tu es petit, ouais, il y a toujours des rivalités entre frères et on va dire à partir de 16-17 ans, on est passé à travers quand on s'est dit, ouais, on souhaite le bien-être et la performance de l'autre. Et, et forcément, je pense que ça a quand même aiguisé notre sens compétitif encore Mm. jusqu'à présent. Ouais, ça n'a jamais été une source de conflit? On n'est jamais venu aux mains. Mais non, non, je pense que ouais, enfin, des fois, il devait y avoir des séries où il y avait Romain devait pas être devant 3-4 fois, et puis en fait, tu te dis, ouais, non, pas la prochaine fois, quoi. Donc, ouais, c'était marrant. Je pense que, enfin, je sais pas, il faudrait demander à nos parents. Je pense que des On fois, aurait des meilleurs. non, mais après, en fait, la course à pied, finalement. Au début, on a fait du foot pendant 6-7 ans. Et les sports collectifs, bah forcément, c'est quand il y a d'autres personnes aussi dans l'équipe qui mettent pas forcément le même investissement, c'est pas forcément la même chose. Mais en course à pied, l'avantage, c'est avant tout toi avec toi-même. Mm. Et il faut avant tout se surpasser soi-même déjà pour être satisfait de soi-même. Et puis souvent, si tu arrives à te surpasser toi-même, tu arrives à faire une bonne perf. Mm. Alors, il y a Romain qui te charrie un petit peu en disant qu'il reste devant au Beer Miles. Alors, le bien mal, je sais pas si tu connais François, toi qui es breton. Si, si, je le connais, mais vous avez vraiment fait un test? Ouais, bah Romain, c'est un expert en beer mile. Il avait le record de France officieux en 2014. Le beer mile, en fait, c'est 4 tours de piste, 1600 mètres et une bière de 33 centilitres à chaque tour, donc que tu prends avant de faire ton tour. Donc Romain a couru en moins de 6 minutes. C'est aussi son année en Erasmus aussi qui l'a bien aidé pour ça. Ah, Erasmus, c'est bon, mais pas que pour la course à pied, hein. On y apprend d'autres choses, d'autres pratiques. Ok, génial. Alors, je vous le disais en tout début d'émission, vous pouvez poser toutes vos questions à Guillaume. Et là, on a une question de Fleur qui nous dit quel est le projet de tes rêves. C'est vrai qu'en tant que coureur d'origine, route, piste, etc., on peut dire que le marathon de New York, c'est un peu le Graal, hein, dans cette discipline-là. Est-ce qu'après, il y a d'autres courses comme ça qui t'ont fait rêver, ou est-ce que tu t'es dit, bah, c'est bon pour la route, moi j'ai vu ce qu'il y avait à voir et puis je vais aller voir ailleurs? Sur le marathon, il y a le marathon de Boston qui est pour moi un peu une course, qui est une course mythique qui existe depuis 1897, qui est le plus vieux marathon tenu annuellement. Et en fait, vu que j'ai vécu à Boston, et puis c'est là où j'ai eu envie, j'étais aussi dans le club qui organisait. Et c'est là où je me suis rendu compte que le marathon, c'était quelque chose d'énorme. Donc pour moi, ce sera aussi le marathon du cœur, le marathon de Boston. Et si dans le projet de mes rêves, maintenant, il y a aussi courir l'UTMB. J'ai déjà fait le tour du Mont Blanc sur un été avec Romain, c'était super cool. Et vu qu'on est au Savoyard, bah, ça fait partie des trails de rêve à faire un jour dans sa vie. Donc là, Alors, je est-ce que dirais tu... facilement cet été, ce sera la CCC. Puis comme ça, je pense d'ici, dans un an ou deux, j'aurai les points et ce sera une belle aventure. D'accord, donc vision UTMB. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce tour que vous avez fait du Mont Blanc? Parce que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Comment est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez fait en courant? Est-ce que vous l'avez fait en rando? Comment vous êtes organisé pour faire ce tour? On l'a fait en 2014 ou 2015. Donc à cette époque, on faisait pas du tout de trail. Et ce qu'on a fait, on s'était dit, donc on a découpé en fait en 4. On s'est dit, tiens, on va faire 170 km en 4 jours. Et donc on a regardé le petit fascicule là du TMB où il y a les différents refuges. On s'est dit, bah tiens, on va partir. On est parti des Ouches. On s'est dit, bah tiens, on va aller donc c'était au refuge des Motets, avant l'Italie, juste après les Chapieux.
Du coup, on s'est dit, bah tiens, on va faire cette distance-là. Après, on va aller jusqu'à la première étape en Suisse. Après, on devait retourner sur Chamonix. Donc ça, c'était notre découpage en 4 jours. Mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Parce qu'en fait, sur le Tour du Mont Blanc, les temps qui sont prévus en France, en France, c'est plutôt assez facile. Souvent, en marchant vite, tu mets 2 tiers du temps qui est prévu. Par contre, en Italie, en Suisse, quand c'est marqué 1 heure, bah, quand tu marches vite, c'est 1 heure. Donc là-dessus, on s'est un peu raté. Donc on a dû Ah faire oui, sur les panneaux, tu veux dire les temps qu'ils indiquent sur les panneaux jaunes là Ouais, exactement. D'accord, ok. C'est quand tu prends un peu ton temps, quand tu t'arrêtes pour prendre des photos, ouais, en Italie et Suisse, ouais, faut quand même y aller. Ouais. Alors qu'en France, ça va, c'est faisable. Photo. Du Ok. coup, bah, le troisième jour, on s'est dit, bah ouais, ok, là, ça va être compliqué. Donc on est parti à 6h30 du matin. On a pris le petit-déj à 6h et on est parti directement. Et le soir, on arrivait à tomber de la nuit, on arrivait à Valorcine, c'était 20h30. Et du coup, on s'est fait une bonne journée de 14 heures de marche, sans prendre trop D'accord. de pauses, en allant assez vite. Et du coup, on s'est dit, ouais, peut-être qu'on devrait découper un peu plus ou un peu mieux pour essayer de plus en profiter, parce que sur ces 4 jours-là, c'était aussi le but d'en profiter un maximum. Ouais, bien sûr. Et vous l'avez fait avec un sac de combien de litres, avec quoi dedans? C'était en autonomie ou vous avez fait en refuge? On dormait en refuge et on avait des sacs d'à peu près, je pense, une dizaine de kilos. On était presque un peu trop chargés. Ah oui, quand Mais pour même. une première, vu qu'on courait pas spécialement, ça allait, quoi. On avait D'accord. des bâtons aussi pour soulager un peu dans les montées. Et, et avec Romain, souvent, on part un peu en live quand même. Au bout de 10 heures, quand tu es un peu fatigué, on dit un peu n'importe quoi. Et du coup, c'est des bons moments aussi de partage. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est des bons souvenirs, ça, surtout quand c'est partagé et jusqu'au bout. Ça doit être des super souvenirs, ça. C'est un truc qu'il va falloir que je coche, que je note sur ma to-do list. Ouais, en 4 jours, ça se fait relativement bien quand même. Si tu pars assez léger, puis si tu dors en refuge, ça, c'est pas obligé de faire 14 heures par jour comme on avait fait. Ouais, bah, j'avais fait le GR20 en 5 jours. Mais Et j'avais un sac de 3,5 kg. Alors, c'est pour ça que ton sac de 10 litres, ça. Mais bon, c'était pas raisonnable du tout. Faut pas le faire. Euh, alors, du coup, tu t'es inscrit, tu vas participer à la CCC cette année. Donc, c'est un trail qui fait une centaine de kilomètres, 6000 de D+. C'est quelque chose que tu ne connais pas vraiment, en fait, pour l'instant, parce que venant de la route, etc. Qu'est-ce qui t'a fait passer en fait à ce type de pratique qui est complètement différente de ce dont tu as eu l'habitude de faire sur tes dernières années de pratique? ça fait partie des distances un peu mythiques en fait. Déjà, ouais, j'essaye de trouver à chaque fois des nouveaux challenges. Quand j'ai l'impression d'avoir fait un peu là, j'ai pas encore fait le tour du marathon, mais en tout cas, quand j'ai l'impression d'avoir vécu quelque chose de fort sur une distance, bah, j'essaye de me dire, bah, tiens, pourquoi pas monter à la distance supérieure. Et donc, il y a 2 ans, j'ai fait la 6000D qui fait 65 km. J'étais tombé malade 1 mois avant, donc j'ai pas pu bien la préparer. Donc, en fait, on est parti avec Romain juste dans l'optique de finir. Mm. On est parti assez tranquillement et puis on finit. Moi, je vais faire on fait 8h et 8h30, je crois. Alors que devant, ça se gagne en 6h. Et en fait, ouais, c'est 2 types de courses en fait. Quand tu pars juste dans l'optique de finir, sans partir dans l'optique, tiens, je vais faire un chrono. Et quand tu es un peu à courte préparation, c'est largement suffisant. Et donc, par exemple, je suis fait le Grand Trail du Lac qui fait 75 km. Là, c'était au mois d'octobre, la dernière course avant le deuxième confinement. Et donc là, pareil, 3 semaines avant la course, je tombe sur une reconnaissance. Je me blesse quand même assez sérieusement. Et donc, pendant 10 jours, je ne peux pas courir. Et quand tu arrives à 10 jours de la course, bah, tu te dis, OK, bah, il y a déjà un objectif, c'est de finir, c'est d'arriver au bout, c'est de passer une bonne journée de montagne. Parce que sur le Grand Trail du Lac, tu pars, c'est le tour du lac du Bourget qui fait 40 km, le tour du lac du Bourget. Et donc là, on passe par les montagnes. Et quand tu habites au bord du lac du Bourget, tu te dis, ouais, c'est quelque chose d'assez cool à faire, de partir de chez toi et puis de faire le tour du lac. Et donc bah, là, sur ces épreuves-là, bah, tu te dis, ouais, ok, bah, je vais finir. Et c'est déjà super en fait de partir comme ça sur une journée, tu fais plaisir. Et que ce soit pour un chrono ou pour finir, bah, finalement, tu arrives
le but, c'est de se faire plaisir et on s'est fait pleinement plaisir sur cette journée-là. Et alors, à chaque fois, vous le faites en binôme? Sur la 6000D et puis sur le Grand Trail du Lac, on a couru ensemble une bonne partie de la course. Ouais. D'accord. Et là, sur la CCC, je pense qu'on partira par contre chacun pour faire notre chrono si la préparation se passe comme il faut. D'accord. Ah ouais, donc Romain est aussi sur la CCC? Ouais. Ah, jamais l'un sans l'autre. Alors, on a dit un petit peu en off comme ça la différence entre les profils de coureurs. Donc, soit tu pars pour avoir un chrono quand tu peux l'avoir, et quand tu peux pas, tu vas juste, entre guillemets, aller chercher le dossard finisher. Comment est-ce que toi, qui es plutôt compétiteur, tu arrives à te résigner, à te dire, bon, bah là, c'est pas possible, il va falloir que j'aille chercher juste un low finisher? Parce que souvent, on a l'image des élites qui, quand ils voient qu'ils ne peuvent pas faire un podium, bah, ils mettent le clignotant et puis se gardent un petit peu des ressources pour la prochaine course. Toi, non, c'est important pour toi d'aller chercher cette ligne d'arrivée? Sur ces deux courses, typiquement, j'étais très lucide sur. Je me connais très bien maintenant, vu que je cours depuis plus de 20 ans. Je sais si je suis en pleine possession des moyens et si je peux tout donner. Et sur ces deux courses-là, très clairement, j'étais à court de préparation, soit parce que à cause d'une maladie ou alors à cause d'une chute. Et du coup, là, tu sais très bien, avant le départ, tu sais pertinemment que si tu pars, tu essaies de partir devant, tu finiras pas. Donc, faut être lucide de ses forces, en fait, parce que tu as l'objectif initial que tu te fixes quand tu t'inscris à la course. Et après, suivant les aléas qu'il peut y avoir, ça se passe jamais tout à fait comme tu veux. Faut avoir suffisamment de sagesse et de se dire, ok, je diminue l'objectif. Et être finisher, c'est déjà hyper valorisant. Enfin, c'est déjà, quel que soit son niveau, on va dire, c'est l'objectif de base pour tout le monde. Tu pars pas sur ta course et te dire, tiens, je vais faire les 2/3 des 2/3 du trail du lac, du grand trail du lac. Sachant qu'en plus d'un point de vue logistique, c'est compliqué et tout. Et t'as pas envie de. La 6000D d'ailleurs, il faisait hyper froid. C'est au mois de juillet. En haut, il faisait 0 degré. Il y avait un vent glacial. Et t'as pas envie d'abandonner là-haut, quoi. Donc ouais, on a tous ces objectifs de ses rêves. Et il faut aussi des fois être réaliste suivant comment est la forme du jour. Bien sûr. Ça, c'est vraiment un vrai bon conseil, ça, de replacer ses objectifs. Et même ça, c'est vrai aussi en course, pendant une course. Si on se rend compte que tout ce qu'on avait prévu, ça peut pas se faire, de recalibrer en fait son objectif, de se redire, tiens, maintenant mon objectif, c'est plus finir en X temps, mais ça va être, tiens, je vais tester mon alimentation. Hop, c'est un nouvel objectif. Ça peut, de recalibrer en fait son objectif, c'est un très très bon conseil que tu donnes, Guillaume. Ouais, surtout qu'après, on peut très bien se dire, tiens, 2 mois après, je vais refaire une autre course. Ou par exemple sur marathon, si jamais tu peux recaser un deuxième marathon un peu plus tard, quoi. Donc il y a toujours quelque chose à apprendre. C'est une course, dans l'échec comme dans la réussite, il y a toujours des choses à apprendre et ouais, c'est important aussi de prendre le temps juste après ta course, d'essayer d'analyser ce qui s'est passé et de te dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire de mieux la prochaine fois? Quels sont les axes d'amélioration? Qu'est-ce que j'aime travailler en priorité? Et donc ça, c'est aussi intéressant de faire ce travail-là juste après la course. Et moi, ce que j'aime pas trop, c'est quand des coureurs se cachent derrière des excuses. Si tu te caches derrière la météo ou des trucs comme ça, qui sont des facteurs externes, extrinsèques, non, souvent la clé elle est quand même en toi, donc faut pas se mentir à soi-même, quoi. Il y a beaucoup de coureurs sur les réseaux sociaux qui peuvent faire transparaître finalement presque des faiblesses en fait en disant tiens, c'est la faute des trucs extérieurs, alors que c'est avant tout une mauvaise analyse de ta propre part. Bien sûr, et c'est vrai que c'est souvent un système de protection de son ego, de se dire, ouais là, et puis j'ai tapé dans cette pierre, ça m'a fait mal à l'orteil, et puis du coup le reste, ça l'a plus fait. Alors, c'est vrai que c'est souvent un système de protection de soi-même, en fait, de se donner des excuses comme ça.
alors qu'on est souvent le responsable de cette histoire qui nous arrive. Ouais, il faut s'en servir pour la suite. Exactement. Alors Guillaume, j'aimerais bien parce qu'on arrive déjà à 33 minutes, j'aimerais bien qu'on parle de l'application Run Motion Coach, si tu veux bien. Alors déjà, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est une application de coaching pour les coureurs qui permet à chacun de progresser en course à pied, quel que soit son niveau, quels que soient ses objectifs, et puis quelles que soient ses disponibilités. Donc concrètement, c'est un plan d'entraînement sur mesure et des conseils pour progresser en course à pied. Ah, ça se voit que tu l'as répété. C'est vrai qu'on doit, j'imagine. on doit l'expliquer assez régulièrement. Ouais. Et du coup, en fait, ouais, donc là, vu qu'on est dans le café des trailers, si je vais rentrer un peu plus dans le détail pour les trailers, en fait, donc tu peux rentrer un objectif, par exemple, si un coureur prépare un trail court d'une dizaine de kilomètres, ou un trail long, ou un ultra trail, en fait, on rentre directement son objectif. Et nous, du coup, derrière, il y a des algorithmes qui permettent de calculer le programme d'entraînement qui nous semble le plus pertinent pour amener jusqu'à la course. Et donc, comme finalement, j'ai essayé aussi un peu d'expliquer, je pense, ce qui a pu transparaître, je pense, quand je disais que j'essaye de pas trop me rajouter de contraintes en ce moment. Du coup, en fait, dans l'application, chaque semaine, on peut modifier ces jours d'entraînement. On peut dire également si on est un peu fatigué. Donc, dans ce cas-là, le plan d'entraînement va s'adapter pour en fait prendre en compte l'état du coureur, l'état de forme du coureur, et également ne pas lui rajouter trop de contraintes et que l'entraînement soit vécu comme du plaisir et comme quelque chose d'épanouissant plus que des contraintes. Donc, c'est comme ça qu'on voit Run Motion Coach. On souhaite permettre à chacun de s'épanouir par la course à pied. C'est comme ça qu'on donne aussi des conseils maintenant de manière un peu plus holistique. On donne aussi des conseils en nutrition avec notre partenaire Baou, et notamment Benoît Nave, qui est nutritionniste, qui nous a donné ces conseils-là. Et du coup, en fait, c'est vrai que la course à pied est à l'entraînement d'un côté. Enfin, finalement, c'est pas si séparé que ça, c'est un peu tout imbriqué. Et donc quand on s'entraîne pour du trail, souvent, il va falloir faire attention à sa nutrition, notamment pour le jour de la course. Et puis là, on va aussi rajouter prochainement dans l'application de la préparation mentale pour essayer de visualiser ton objectif le jour J et du coup avoir une préparation la plus complète possible. C'est intéressant. Et là, actuellement, Run Motion Coach, c'est combien de personnes qui travaillent dessus, sur cette application? Donc aujourd'hui, on est 6 personnes. On est 2 en développement, 2 en marketing, enfin 3 en marketing, et puis Romain plus sur la partie commerciale et financière d'entreprise. D'accord. Et alors, à l'origine, c'est Romain et toi qui avez monté cette application. Et comment vous est venue l'idée, le projet? Quelle a été la genèse de ce projet? Le déclic, en fait, il est venu pendant un footing. Souvent, quand on court, on a plein d'idées créatrices. Ouais, un peu trop. Des fois, comment? Un peu trop, des fois. C'est ça. Souvent, en fait, quand on prend la douche, on les oublie tout de suite après la douche. Et là, quand on est 2, forcément, il y en a un qui s'en est rappelé. Et du coup, on partait du constat qu'on avait de plus en plus de proches qui nous demandaient des conseils. Moi, j'avais des amis qui voulaient faire moins de 3 heures au marathon. Romain, il avait des collègues qui voulaient faire leur premier trail, un premier 20 km en trail. Il y avait d'autres personnes qui voulaient progresser sur 10 km. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que toutes ces personnes-là avaient besoin d'un plan d'entraînement sur mesure. Donc, nous, on leur donnait sur Excel, par exemple. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que souvent, les coureurs sont assez perdus dès qu'ils ont raté une semaine ou dès qu'ils ont raté une séance. Ils se disent, tiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'il faut ajouter le plus d'adaptabilité possible. Et il faut que le plan d'entraînement soit absolument pas figé, mais au contraire, prenne en compte les retours des coureurs et puisse être quelque chose aussi de motivant et quelque chose de justement pas contraignant, mais plus ludique et plus marrant à suivre au quotidien, quoi. Et C'est comme ça qu'on rajoute des conseils. En fait, il y a des discussions avec le coach. Ouais. Donc, quand on télécharge l'application, le coach permet de savoir, te demande des questions te demande qui tu es, quelle est ton expérience. Et après, au quotidien, tu peux choisir si tu veux avoir un coach positif, un coach autoritaire ou philosophe pour tout simplement te motiver suivant tes propres ressorts de motivation. Et
Comment est-ce que ça fonctionne un petit peu? Parce que toi, en fait, dans ce projet-là, tu es développeur, c'est toi qui gères un petit peu tout ce qui est, l'application qu'elle fonctionne, en fait. Comment est-ce que ça marche, cet algorithme? Enfin, alors, je ne rentre pas dans les détails parce que sinon tu vas en perdre plus d'un, mais comment est-ce que c'est possible concrètement de faire de la personnalisation comme ça, mais pour les masses? En fait, dans tout algorithme, en gros, tu as des données d'entrée et après, en gros, il faut faire sortir certaines choses, des données de sortie. Et donc, dans les données d'entrée, on peut rajouter vraiment plein de choses. On peut rajouter, donc déjà, il y a l'expérience du coureur, il y a ses objectifs, après, il y a ses disponibilités, s'il peut s'entraîner à la montagne. Là, on va rajouter, tu peux aussi me donner par exemple ta fréquence cardiaque maximale, fréquence cardiaque de repos. Tu peux rajouter, on vient d'ajouter le capteur de puissance Stride. Donc, si tu l'utilises, par exemple, tu peux rentrer cette donnée-là d'entrée. Et nous, le but, c'est de digérer tout ça et en tout cas de faire la meilleure recette de cuisine. Parce que quand on est coach, en fait, on a plein d'ingrédients. On peut venir picorer, on va dire, la séance de côte, la séance d'endurance. Il y a plein d'ingrédients à mettre pour arriver à faire une préparation aboutie. Chaque coach a plus ou moins sa recette de cuisine. Et donc, nous, notre recette de cuisine est créée par notre algorithme. Et à la fin, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les bonnes séances au bon moment, en fonction de combien de temps il te reste avant ta course, de plein de paramètres. Et donc, pour l'utilisateur, concrètement, c'est transparent. On lui donne juste sa séance, ses allures. Et il y a juste à suivre. Il y a juste à se laisser guider. Il y a juste à se laisser entraîner pour atteindre son objectif. D'accord, ok. Ouais, non, mais c'est une super idée parce que le côté, en fait, des applications d'entraînement, il y en a quand même tout un tas maintenant, hein. Enfin voilà, ça a fleuri un petit peu ces dernières années. Et vraiment, le côté où vous vous êtes différencié, c'est ce côté adaptatif et puis ce côté aussi interactif avec le coach virtuel. C'est vraiment ça, votre force par rapport aux autres, tu dirais? Oui, exactement. Après, sur la partie, donc sur la partie algorithmie, alors ça va s'appliquer plus sur la route, mais moi, avec le travail de recherche que j'avais fait au MIT, au CNRS, ça permet de donner exactement les bonnes allures d'entraînement. Donc ça, c'est une grosse plus-value, en tout cas sur la route. On a une connaissance, en fait, il y a beaucoup d'applications qui se lancent, qui n'ont pas la même passion que nous. Et moi, je connais très bien l'entraînement en course à pied. J'expérimente aussi sur moi-même. Et en gros, c'est notre vision d'entreprise qui fait qu'on veut que chacun s'épanouisse par la course à pied. C'est là où on veut aller et on va tendre, en gros, pour avoir le plus... Enfin, on tend vers l'hyper-personnalisation. Donc, finalement, ce qu'un utilisateur peut avoir, un autre ne l'aura pas. Et plus on se sera personnalisé, plus l'utilisateur va réussir son objectif. Et ça, c'est aussi nos objectifs à nous, c'est que nos utilisateurs réussissent leurs objectifs. Et alors, est-ce que tu dirais que... Les grandes forces aussi, c'est que moi, je réponds tout le temps au service client. Et du coup, en fait, on a toujours des retours hyper intéressants, notamment par exemple pour le capteur de puissance Stride. Ce qui se passe, c'est que il y a eu au moins 2 personnes qui m'en ont parlé sur le dernier mois. Du coup, quand tu te dis, tiens, il y a 2 personnes qui m'en parlent, ça vaut le coup de s'y intéresser parce que s'il y a 2 personnes qui t'en parlent, il y en a probablement une dizaine, voire des centaines qui ça peut intéresser. Et là, prochainement, on va aussi rajouter des séances de vélo parce que ça, c'est aussi des retours qu'on a régulièrement, peut-être 4-5 fois dans le mois. Et donc ça, c'est écouter les utilisateurs et écouter le marché, c'est hyper important. Et on a la chance d'être... vu qu'on est une toute petite entreprise, moi je suis au courant directement de ce qui se passe s'il y a un utilisateur qui a un problème ou quoi que ce soit. Et donc on peut corriger hyper rapidement et être hyper réactif. C'est le principe du Lean Startup. En fait, vous itérez toujours en fonction de des retours des clients et des utilisateurs. Et alors justement, il y a Francis qui demande bonsoir, est-ce que l'appli peut être utilisée par un coureur sans objectif de performance, simplement l'objectif de finir et de prendre du plaisir? Je souhaiterais plus des conseils. Oui, tout à fait. Alors si Francis, tu pourras m'écrire Francis sur Facebook ou par email si jamais tu veux une réponse plus complète. Mais globalement, si tu veux me dire plutôt tes objectifs, mais en gros, si c'est un objectif de trail, si par exemple tu veux faire un trail, être finisher d'un trail, tu rentres, je veux être finisher du trail de 20 km par exemple. Et il n'y a absolument pas besoin d'avoir un objectif de chrono.
On va te donner tes séances qui vont bien. Il y aura un mix entre de l'endurance et du fractionné. Et comme ça, tu vas progresser. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de coureurs qui font quasiment jamais de fractionné. Et dès que tu rajoutes, dès que tu commences à faire des côtes ou du fractionné court, c'est là aussi où tu progresses. Et donc, si tu as un objectif de trail, clairement, tu auras des conseils pour progresser en trail. Et si c'est un objectif plus de bien-être, parce qu'on a aussi des objectifs, par exemple, commencer à courir 30 minutes ou commencer à courir 1 heure si on est complètement débutant. Et là, du coup, on ne parle pas du tout de course, mais on parle de conseils tout simplement en course à pied pour des conseils plus pour des débutants. Non, c'est intéressant votre application. Enfin, moi, j'aime bien tous ces côtés, toutes ces innovations un petit peu qui vont dans le bon sens, en fait, qui aident les gens à se bouger. En fait, peu importe la méthode. Moi, c'est souvent ce que je dis aux gens, peu importe la méthode, parce qu'il y a des gens qui vont être à qui ça va correspondre. Il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin d'avoir quelqu'un qui est à côté d'eux, d'autres qui vont avoir besoin d'avoir quelqu'un en fait qui va surveiller les séances, mais d'autres ils ont juste besoin d'avoir juste un planning comme ça et puis d'avoir le petit coach virtuel qui a son petit côté autoritaire ou philosophe. Et si ça amène les gens à se bouger, à sortir, à tenter des défis, c'est génial. C'est génial. Voilà. Donc, Ouais, exactement. Et en fait, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut avoir confiance à sa solution de coaching, que ce soit avec Run Motion Coach ou avec n'importe qui. Si tu vas avoir ton coach en physique, si tu es persuadé que c'est le meilleur, tu vas réussir. C'est un peu pareil avec ton coach digital. En fait, il faut se dire, tiens, je suis entre de bonnes mains. Et parfois, il y a des utilisateurs qui peuvent un peu tout remettre en question. Et du coup, dès que tu te questionnes un peu trop, parfois, c'est là où tu régresses. Et quelle que soit la solution utilisée, que ce soit la nôtre ou n'importe laquelle, le but, c'est d'être convaincu par ce que tu fais, par les personnes à qui tu confies ton entraînement et être confiant en ce que tu fais, c'est déjà une immense partie de la progression. Ouais, bien sûr, c'est d'avoir toujours ses objectifs en ligne de mire et puis garder le cap malgré l'adversité. Et est-ce que tu dirais que ton passé ton passé, même ton présent de sportif élite jusqu'à l'équipe de France quand même, a aidé dans ce projet et a fait que ça a contribué à être un succès, un succès? Carrément pour en tout cas la compréhension même si je suis un coureur élite, j'ai beaucoup d'amis qui courent de vraiment tous les niveaux, des débutants, des coureurs plus confirmés et du coup en fait je connais très bien, je lis en plus régulièrement des ouvrages là-dessus. Donc ce qui fait la différence c'est vraiment notre connaissance client, enfin connaissance du métier. Et puis c'est la passion qu'il y a derrière, parce que forcément quand on crée une entreprise, parfois j'ai mis un peu trop de passion peut-être parce que je vais faire des semaines à plus de 60 heures, donc là j'essaye de me calmer. Et du coup ce qu'on souhaite c'est avoir le produit le plus abouti pour que chacun puisse progresser en course à pied. Et parmi tous les retours qu'on a, c'est vrai qu'on a chaque semaine des personnes qui nous disent qu'ils ont réussi à faire des choses qui pensaient jusque-là inimaginables. Et donc, ça aussi, c'est ce qui nous nourrit d'avoir des retours hyper enthousiastes de nos utilisateurs. En tout cas, c'est vrai que vous avez réussi à fédérer une communauté. Je le vois, moi, toi, tu le vois pas, mais moi, je le vois dans les commentaires. En tout cas, les gens vous remercient parce que votre entraînement fonctionne. Donc, ça c'est quand même assez encourageant, j'imagine, quand on crée un projet, d'avoir tous ces retours utilisateurs bienveillants. Il y a Scorpion Lucas qui nous demande: je voudrais me mettre à courir, vous me conseillez quoi comme objectif? C'est une question qui est souvent difficile à répondre, auquel je suis confronté assez régulièrement. Comment est-ce que tu réponds à ça, Guillaume? Alors, quand on choisit son objectif, en gros, pour pouvoir le réussir, faut essayer de choisir un objectif qui est assez élevé, on va dire, mais pas trop, assez réaliste quand même. En gros, il faut trouver le juste milieu, le bon compromis entre quelque chose d'accessible et de dur qui va te motiver du coup à t'entraîner régulièrement. Il faut quelque chose à la hauteur aussi de tes compétences. Donc, si tu es débutant, par exemple, ça peut être, si tu veux te mettre au trail, par exemple, tu peux te dire peut-être te fixer un trail cet été. On espère qu'il y aura des trails cet été quand même. Il y a quand même des chances. Donc, tu peux te dire, tiens, je vais faire un 10 km avec 500 de D+. C'est déjà très bien pour commencer.
Tu vas faire une course d'1 heure et c'est déjà très bien. Et parfois, il y a un peu une surenchère sur les trails. On se dit, bah tiens, il faut faire de l'ultra ou je veux faire des trails longs, mais déjà, il y a moyen de se faire plaisir. La moitié des coureurs font d'ailleurs des trails de moins de 20 km et les gens sont super contents de passer une journée à la montagne et tu te fais énormément plaisir, peut-être même plus que si tu faisais un 40 ou un 80. Donc au début, il faut choisir quelque chose d'atteignable. Donc je te conseillerais un 10 km, peut-être un 20 km, aller maximum pour commencer. Et si jamais il n'y a pas de course d'ici là, bah, tu peux te créer Nous, je pense qu'on va relancer une course virtuelle. On a discuté tout à l'heure avec Romain. Lancer une course virtuelle de 1 heure. Donc l'idée, ce sera de courir la plus longue distance en 1 heure. On va, je pense, lancer ça d'ici fin mai. Donc potentiellement, ça peut être un objectif que tu peux te fixer pour fin mai, courir la plus longue distance que tu peux en 1 heure. Et comment est-ce que vous prenez en considération les différents terrains que les coureurs vont parcourir? Tu veux dire au niveau de l'entraînement qu'on donne ou... Non, pour votre course virtuelle, pardon. J'ai pas pour la précisé. course virtuelle. Ce qu'on va faire, en gros, les gens vont dire, bah tiens, j'ai fait 12 km et 300 D+, par exemple. Et là, il n'y aura pas de classement. Ce qu'on veut, a priori, il n'y aura pas de classement, mais du coup, l'idée, c'est que chacun se surpasse et avant tout, trouve un objectif qui a du sens pour lui et puisse se motiver pour les prochaines semaines, en tout cas. L'objectif, plus que créer une compétition, c'est de donner encore une fois une raison aux gens de se challenger et de se bouger, quoi. Ouais, exactement, parce que sur les 2 premiers confinements, en fait, on avait souvent des utilisateurs qui me disaient, bah tiens, qu'est-ce que je fais? Ma course est annulée. Donc souvent, on disait, bah tiens, si tu veux travailler de la vitesse, bah rentre une course même fictive de 5 km, comme ça, tu auras du fractionné court. Et donc dans l'application, par exemple, oui, tu peux rentrer un trail de 10 km, par exemple, et tu auras déjà des variations dans l'entraînement, tu auras du fractionné, tu vas découvrir de nouvelles choses. Et c'est ça aussi quand on veut progresser en course à pied, il faut découvrir des choses. Et je pense que si tu veux te mettre à la course à pied, c'est pour s'évader un peu, mais c'est aussi pour se découvrir un peu plus soi-même. Je pense que c'est ce qui fait le succès aussi de la course à pied en ce moment. Et pour se découvrir soi-même, faut tester plein de choses, différentes allures. Et je suis sûr que tu vas t'éclater en faisant tes séances de fractionné. Et alors justement, une question qui me vient concernant l'application. Personnellement, j'aime pas du tout m'entraîner à la fréquence cardiaque. Je ne suis jamais ma montre, je la regarde jamais pour suivre des allures. Est-ce que vous avez intégré le travail au ressenti sur l'application? Eh ben, on a travaillé dessus aujourd'hui d'ailleurs. Donc en gros, très prochainement, tu pourras rentrer sur Strava, par exemple, ça existe déjà. Tu peux dire entre 1 à 10 quel était le ressenti. Donc 1, ce serait très très léger. On va dire 5 modéré et puis 10 très dur. Et du coup, en gros, parfois, nous on se rend compte, d'ailleurs dans le petit texte qu'on va mettre, je vais rajouter les chiffres, c'est bien, mais le ressenti, c'est mieux. Et souvent, les coureurs, en fait, ont tendance à toujours tout vouloir mesurer. Moi-même, j'étais là-dessus il y a 4-5 ans, je voulais tout mesurer. Et je me suis rendu compte, en fait, que le ressenti, c'est encore plus important. Parce que les chiffres, ça veut... déjà, il faut suivre une progression, parce qu'un chiffre brut comme ça veut pas dire grand-chose. Et les coureurs ont parfois tendance à se laisser un peu endormir par la technologie et à enfouir un petit peu trop leur ressenti parmi tout ça. Et donc l'idée, c'est de se dire, bah tiens, aujourd'hui j'essaye de courir à intensité modérée, je ne regarde pas ma montre, et puis à la limite tu regarderas après ta sortie, tu te dis, bah ouais, ok, aujourd'hui modéré, c'était 12 km/h par exemple, et c'est comme ça aussi que tu peux mesurer une progression sur le long terme. Bien sûr, c'est vrai que ça, c'est quelque chose. Encore plus en trail, parce que c'est vrai que les allures sur route, ça parle encore, mais en trail, ce qui est compliqué, c'est que tu as le dénivelé encore, on peut rajouter un coefficient. Mais par contre, la technicité du parcours, si c'est une route ou si c'est un chemin avec plein de pierres, ça, c'est impossible à savoir. Et du coup, faut essayer de courir avec son propre ressenti. Et quand tu fais une sortie en endurance, par exemple, ou une rando-course, l'idée, c'est de se sentir facile pendant toute ta rando-course de 3 heures, par exemple. Et si jamais tu veux suivre un peu trop la montre, peut-être que tu vas être un peu trop dans le rouge. Et si tu écoutes juste ton propre ressenti, souvent tu vas faire les choses assez bien.
Puis il y a aussi le fait d'avoir la capacité de rebondir après des moments où tu vas être, comme on dit, dans le creux de la vague, où ça va pas aller, où tu vas être dans le moins bien, et puis tu vas pas pouvoir suivre les rythmes qui sont prévus, qui devraient être prévus. Enfin, si tu as un rythme cardiaque, une allure, tu vas pas pouvoir suivre ça, et ça va avoir un côté aussi un petit peu frustrant si t'es pas habitué à juste écouter ton corps et puis te dire, bah là, il est en mode récup, faut que je me calme. Et donc, se dire, ça va revenir, mais là, pour le moment, il va falloir calmer un peu la machine. Et donc, le travail au ressenti pour le trail, et plus c'est long, je trouve, plus c'est vrai, et aussi intéressant pour le trailer. Et donc, je trouve que c'est une très bonne idée de l'avoir intégré, ou d'être en projet de le faire. On va dans les prochaines semaines. Ok. Et c'est vrai que moi, sur la piste et la route, je regarde forcément assez régulièrement le chrono, mais en trail, je regarde absolument jamais mon allure. Ouais. Et la fréquence cardiaque, je mets pas de capteur, donc et même le capteur de puissance stride en trail, c'est pas non plus hyper précis. D'accord. Alors, est-ce que tu vas l'utiliser, l'application, pour préparer ta course de l'UTMB? Oui, alors au quotidien, je l'utilise pas toujours, mais quand je prépare le marathon, par exemple, ou quand je prépare un gros objectif, ouais, je le rentre. Et comme ça me booste aussi, et ça me force à faire quelques séances prévues dans l'application. D'accord, ok, intéressant. Donc, je pense que là, je le mettrai au mois de juin pour préparer les 3 derniers mois. D'accord, ok. Alors, Romain, j'étais sûr que j'allais la faire au moins une fois. C'est pas le seul. Guillaume, comment est-ce que tu as vécu et comment est-ce que tu vis, toi, ce nouveau confinement et ces confinements précédents? Je voulais pas terminer sur une note négative, donc j'espère que tu vas nous apporter de la fraîcheur. Le premier, très mal, parce que je pense que j'ai eu le Covid début mars l'année passée, donc horrible. Et en fait, très rapidement, je pense à la sortie du premier confinement, j'ai essayé de lâcher prise sur tout ça. Pas tirer trop de plans sur la comète. Je prends les choses comme elles viennent et j'essaye de prendre ce qu'il y a à prendre. Et puis l'année passée, et puis là, cette année, là, je vais me fixer des défis en off. Donc là, par exemple, j'habite à Chambéry, qui est une superbe. Donc dans le 10 km, rayon de 10 km, il y a de quoi faire, il y a de quoi monter. Et notamment, là, j'ai envie de faire le Mont Granier, ça va faire 40 km aller-retour. Et du coup, je ferai ça, je pense, peut-être début mai ou un truc comme ça. Et l'idée, c'est de choisir des défis qui ont du sens pour soi. C'est choisir des courses qui ont du sens pour soi et peut-être encore plus qu'avant. Faut essayer d'avoir des motivations qui sont hyper intrinsèques, parce que si on est trop sur l'extrinsèque, c'est comme ça qu'on est plus impacté par ces choses extérieures. Et donc ouais, il faut essayer de. Moi, en plus, je regarde même pas tout ce qui est news à la télé, je regarde plus du tout parce que c'est, comme tu dis, c'est négatif. Et en gros, cette négativité a dû m'aspirer pendant le premier confinement, pendant 2 mois. Et puis je me suis dit, non, mais c'est bon, faut arrêter ça. Et il faut essayer d'être positif et se détacher le plus possible de ça. Et puis c'est pas grave. Enfin, oui, on prépare tous des courses au mois de juin, juillet. Si c'est annulé, c'est pas grave. La préparation, elle servira quoi qu'il arrive sur les courses de l'automne. Ou si c'est pas à l'automne, ce sera en 2022. Et si tu fais ça pour te faire plaisir, tu peux te faire plaisir en montagne sans prendre un dossard, coûte que coûte, quoi. L'année passée, j'ai passé mes vacances à la montagne. J'ai fait un premier stage d'alpinisme. C'était un peu un rêve que j'avais de marcher sur des glaciers. Et puis cet été, je pense que je ferai le Mont Blanc avec Romain. Et du coup, c'est aussi l'occasion de profiter encore un peu plus de la montagne, d'essayer des nouvelles choses en montagne. Et j'étais ravi de faire ce stage d'alpinisme que je n'aurais peut-être pas fait cette année s'il n'y avait pas eu tout ça, quoi. C'est l'occasion de retrouver le sens profond de notre pratique. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? De savoir voilà, toutes ces raisons-là qui sont personnelles à chacun. Pourquoi est-ce qu'on court? Pourquoi est-ce qu'on va faire des trails de 10 000 km? Pourquoi tout, quoi? On a tous des rêves à portée de chez nous, quoi. Plus ou moins 200 km. Cet été, vous pourrez passer vos vacances en France ou dans votre pays si vous êtes. Peut-être que le café du trailer est suivi partout dans le monde. Belge avec nous. Je salue nos amis canadiens s'il y en a. Et du coup, autour de chez soi, normalement, il y a de la nature, même dans les grandes agglomérations, il y a de la nature à portée de main quasiment. Bien sûr, bien sûr.
Alors Guillaume, on arrive déjà 58 minutes. 58 minutes. Je termine toujours les échanges en te posant la question. Alors ça peut être concernant la course à pied, l'entrepreneuriat, de la vie, tout ce que tu veux. Tu peux me répondre ce que tu veux. Qu'est-ce que on peut te souhaiter pour 2021 ? Pour 2021, je pense que j'allais dire la santé parce que j'étais un peu malade dernièrement, quelques allergies. Donc ouais, je pense pour tout le monde, pour 2021, il faut souhaiter la santé. Ça peut paraître un peu bateau, mais c'est dans des moments comme ça aussi qu'on se rend compte qu'il faut prendre soin de soi. Faut essayer de vivre la vie pleinement et puis d'aller réaliser les quelques rêves qu'on a. Il faut essayer de les réaliser dès maintenant. Et ça se prépare dès maintenant. Si jamais vous avez des objectifs un peu ambitieux, mettez toutes les chances de votre côté et essayez de les réaliser très prochainement. C'est un très beau mot de la fin parce que j'avais fait un calcul il y a quelques années où je me disais, allez, au mieux, tu peux faire pour quelqu'un de normal à peu près 2 ultras par an. Et là, moi, j'ai 33 ans. Admettons qu'il me reste encore 30 ans à courir. Ça veut dire que j'ai encore 60 ultra trail à pouvoir cocher. Va falloir bien les sélectionner parce qu'il y en a un paquet à faire. Donc, choisir ses rêves et puis les accomplir et y aller, foncer. Ne perdez pas de temps. Moi, c'est le Mont Blanc. Le Mont Blanc, je le vois depuis que je suis tout petit et je suis encore jamais monté dessus. Du coup, là, c'est bon. Ce sera cet été 2021. Ce sera le Mont Blanc, quoi qu'il arrive. Eh ben, on va le cocher la même année alors. Ah bon, on pourra le faire ensemble peut-être. On n'ira peut-être pas au même rythme, mais avec plaisir. Alors Guillaume, où est-ce qu'on peut envoyer tous ceux qui souhaitent en savoir un petit peu plus sur toi, tes aventures et puis sur Runmotion ? Donc sur les pages Facebook et Instagram de Runmotion Coach ou Guillaume Adam sur Instagram, Guillaume_Adam_run. Ok, super. Et puis tu as ton site aussi ? Comment ? Tu as un site aussi ? Eh oui, le site run-motion.com qui a 6000 visites par jour. Donc il y a plein de conseils, notamment sur le trail. On est souvent bien positionné sur Google, donc vous êtes peut-être déjà tombé là-dessus. Donc il y a 6000 personnes par jour. Et puis j'ai aussi un site perso, mais qui est moins alimenté. D'accord. Super, et je mettrai tout ça en description. Merci beaucoup Guillaume d'avoir pris le temps d'échanger avec nous durant cette heure. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de poser aussi vos questions à Guillaume et tous ceux qui ont aussi participé dans l'espace commentaire. Merci beaucoup, à mercredi prochain. Et Guillaume, écoute, une bonne année 2021 en pleine santé, je te souhaite. Merci François, merci à tous. Salut! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu, donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un œil. À la semaine prochaine, bye bye.